Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire en ce 14 novembre. Je voudrais exprimer une bienvenue spéciale. Nous avons une classe avec nous, des étudiants en sciences politiques du cours collégial de Forestville, accompagnés de leur professeur, M. Lessard. Alors, nous les avons rencontrés cet après-midi pour parler de la politique municipale et ils assistent à notre assemblée publique ce soir. Alors, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Nous allons dérouler cette assemblée en absence de deux conseillers, Mme Janie Tremblay et M. Richard Foster, qui sont retenus. Mme Dominique Tremblay est avec nous, directrice générale, secrétaire du Conseil, et Mme Lison Huard, greffière adjointe, qui est aussi dans la salle et qui est chargée, évidemment, d'enregistrer et de faire la diffusion, pas en simultané, mais en différé demain de l'Assemblée. Alors, bienvenue à tous. Je déclare la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour que vous avez en main, nous verrons au point 3, adoption du dernier procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre dernier. Au point 4, dans mes messages et dans les dossiers, à 4.1, la présentation des états comparatifs, c'est bien sûr les états financiers. À 4.2, la grande semaine des tout-petits. À 4.3, la campagne d'achat local et à 4.4, les décorations de Noël. Au point 5, en développement économique, à 5.1, je vous ferai un message en ce qui concerne le traversier. Et à 5.2, une soumission pour la réfection du quai dans sa phase 2, qui est l'activité, évidemment, de pavage. Au point 6, en urbanisme et mise en valeur du milieu, le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 7, en sécurité publique, nous verrons à 7.1 une demande d'aide financière pour la formation de pompiers et pompières. Et à 7.2, en vente d'actifs, notre camion de 1999, camion incendie. Dans les travaux publics, au point 8 à 8.1, une résolution destinée au ministère des Transports et de la Mobilité durable. À 8.2, un appel d'offres pour le développement domiciliaire de la Première Avenue. À 8.3, une confirmation des travaux dans le projet d'aménagement d'un abri à abrasif. Au point 9, dans les loisirs et sports, nous verrons à 9.1 une entente conclue avec le club Plein d'Air. Au point 10, dans les ressources humaines, nous verrons l'embauche d'une directrice des finances. À 10.2, les démissions de pompiers. Et à 10.3, l'embauche d'une pompière. Au point 11, dans les actes législatifs, à 11.1, l'avis de motion pour le règlement 2023-319. À 12.2, un avis de motion sur le règlement 2023-320. À 11.3, une vente de terrain sur la route maritime. Au point 12, en administration, l'approbation et le paiement des comptes, suivi des rapports financiers mensuels. À 12.3, le rapport de la directrice générale sur les contrats qu'elle a accordés. À 12.4, mandat spécifique dans la préparation du budget 2024. À 12.5, signature au niveau des opérations bancaires. À 12.6, même chose, régulariser les signatures de services électroniques chez Clic Sécure. À 12.7, demande d'aide financière pour 2 organismes. À 12.8, notre assurance en dommages, un regroupement avec l'Union des municipalités du Québec. Ce sera suivi d'une période de questions et de la fin de l'Assemblée. Cet ordre du jour vous convient toujours? Oui. Proposition pour adoption? Je propose. Madame Lheureux. Le dernier procès-verbal, séance ordinaire du 16 octobre, dont les conseillers et conseillères ont eu accès au préalable. Donc, adoption du procès-verbal du Proposé. Monsieur Carole Girard. Au point 4, dans mes messages, premièrement, les états comparatifs. Alors, c'est la loi qui oblige. C'est la loi sur les cités et villes, l'article 105.4, qui oblige de déposer à la dernière séance ordinaire du Conseil, tenue au moins 4 semaines avant la séance du budget de 2024, déposer un état comparatif des revenus et des dépenses.
Alors, ce que je peux vous signifier aujourd'hui, c'est que dans le budget 2023, précisément, au niveau des revenus, nous avions planifié des revenus de 8 606 013 et le résultat qu'on a ferme, qui est au 30 septembre, donc il nous reste encore 3 mois de l'année quand même au niveau du budget, mais nous étions rendus à des revenus déjà de 6 51 057. Et au niveau des dépenses, donc budget équilibré, donc toujours des dépenses estimées de 8 606 000, et nous étions au 30 septembre dans nos dépenses à 4 740 079. Alors, le détail, évidemment, est disponible ici au greffe. Je n'en ferai pas la lecture chiffre par chiffre parce que je pense que je vais vous perdre, mais le document est disponible en tout temps. Je dois aussi, au sens de la loi, faire un estimé de qu'est-ce qui va se passer d'ici le 31 décembre. OK? Alors, je vous le redis, le budget 2023, les revenus estimés étaient de 8 606 000, comme je l'ai dit, et effectivement, évidemment, au 31 décembre, j'estime que nous aurons obtenu ces revenus-là. Alors que l'estimé au niveau des dépenses, lui, est inférieur. Donc, nous croyons que nous finirions l'année avec 8 520 800 $ au niveau des dépenses. Donc, moins que le budget, ce qui devrait, en principe, si on n'a pas d'épreuve, nous laisser un surplus de l'année budgétaire. Alors, ça prend une résolution pour accepter ces états qui nous ont été préparés par le service des finances. Proposé Mme Nadine Gagné. À 4.2, la grande semaine des tout-petits. Alors, la semaine prochaine, du 20 au 26 novembre, c'est la 8e édition de la grande semaine des tout-petits, où on invite particulièrement les municipalités à joindre leur voix au grand mouvement qui est de mettre en évidence que les tout-petits, les 0-5 ans, dans le fond, il y a 509 000 enfants au Québec qui sont de cette catégorie d'âge, et de déclarer sur la place publique que nous réclamons que chaque enfant soit traité avec justice et avec équité dans sa vie, dans toutes les organisations qu'il va assister. Alors, lundi matin, à la première heure, je vais faire une levée de drapeau sur les mâts ici en avant de l'Hôtel de Ville, le drapeau de la semaine des tout-petits qui va rester évidemment sur le mât pour toute la semaine, pour attirer l'attention de l'ensemble des citoyens sur cette cause des intérêts de nos petits-enfants. À 4.3, la campagne d'achat local. Alors, je pense que c'est le bon moment. On commence à voir arriver la neige. La neige nous amène les fêtes. Noël nous amène la bouffe et les cadeaux. Alors, je vais parler de cadeaux, évidemment. Je voudrais faire aujourd'hui un plaidoyer en faveur de l'achat local. Hein? Comment c'est important, et chaque geste d'achat local a une grande importance pour supporter nos commerces, nos emplois, nos artisans aussi qui fabriquent beaucoup de choses et qui sont en vente, particulièrement à la veille de Noël, l'ensemble de notre économie. Alors, on sait comment aujourd'hui les achats en ligne ou la mobilité fait que les gens vont vers l'extérieur pour faire beaucoup d'achats, mais rappelons-nous que tout ce qu'on peut trouver localement ou régionalement, à tout le moins, bien, ça soutient, ça supporte l'économie et les emplois dans nos localités. Ça fait vivre nos localités. Alors, prenez le temps, avant d'aller à l'extérieur ou d'aller en ligne, prenez le temps d'aller voir ce que les commerçants ici peuvent vous offrir. Faites au moins ce geste-là. Il est d'une grande importance à un moment où l'économie est difficile à faire rouler. Alors, attention particulière à ce niveau-là. Et dans le même ordre d'idée, bien, je le redis à chaque année, mais que c'est beau
que c'est beau quand il y a des décorations de Noël aux portes des maisons. Et c'est pas nécessaire de dépenser plein d'argent, là. C'est pas nécessaire d'y mettre une fortune, mais une lumière de couleur, une petite couronne, une petite guirlande, et ça met de la joie, ça met une belle ambiance. Alors, tous ceux qui ont une propriété, ben, pensez donc à mettre une petite décoration à votre porte. Ça met de la joie dans les cœurs, puis je pense qu'on en a besoin. Merci à l'avance. Je vais au point 5, en développement économique. Alors, je veux revenir particulièrement pour nos citoyens sur le dossier du traversier, Forestville-Rimouski. Vous avez certainement entendu que nous demandons une année supplémentaire pour mieux attacher ce dossier-là, qui est d'une grande importance. Je dois vous dire que le dossier évolue bien, mais nous avons besoin de plus de temps. Okay? Alors, déjà, les gens planifient leurs vacances, alors on a pensé qu'on était peut-être mieux de dire dès maintenant que nous ne croyons pas pouvoir arriver à offrir ce service pour la prochaine été. Alors, les gens pourront évidemment planifier leur déplacement en conséquence, mais on y travaille très fort et ce n'est que partie remise, ça je peux vous l'assurer. OK? Mais on a besoin d'un délai. À 5.2, la réfection du quai, phase 1, on a un très beau quai, très beau, très bien rénové. On passe à la phase 2. Il faut faire un pavage, un bétonnage. On a choisi le béton plutôt que l'asphalte, sur recommandation de nos ingénieurs, pour avoir une structure qui est encore plus solide et encore plus durable. Alors ça, on en a parlé au fil des dernières rencontres. Alors, considérant qu'il y a un appel d'offres qui a été publié à cet effet-là, il y a eu une ouverture des soumissions. Considérant que nous n'avons pas reçu toutes les confirmations de subventions nécessaires, parce qu'évidemment, on ne paye pas la totalité de cette facture-là. Il y a différentes sources de subventions. Et au moment où, parce que les soumissions, ça a quand même des délais. Donc, la résolution aujourd'hui, c'est pour pouvoir continuer à recevoir nos confirmations de subventions. C'est une résolution pour demander un délai de 30 jours avant d'octroyer le contrat. Donc, on peut le faire à la condition d'aviser les soumissionnaires qu'on demande un délai supplémentaire de 30 jours. Et qu'on doit le faire par résolution du Conseil, telle que la loi l'exige. Une résolution, donc, pour obtenir ce délai? Monsieur Mario Desbiens. En urbanisme, au point 6.1, le rapport des permis de rénovation et de construction que nous déposons à chaque mois, qui nous est déposé par Mme Tremblay. Merci, Mme la mairesse. Alors, pour octobre, on a autorisé 17 permis pour un montant total de 470 321. Et puis, de janvier à août, on a au total 136 permis d'autoriser pour un montant de 5 834 453. Donc, voilà le total des permis autorisés. Et c'est une meilleure année que l'année 2022. L'année n'est pas finie, on est à 136 permis. L'année passée, une année complète, était à 132 permis. Alors, vraiment, on a eu... il y a vraiment eu beaucoup de permis d'émis pour des rénovations et de la construction à Forestville au cours de la dernière année. Résolution pour accepter ce rapport déposé par l'urbaniste, M. Carole Girard. À 7.1, pour la formation de nos pompiers et pompières. Alors, il y a un règlement qui existe, qui s'appelle « Règlement sur les conditions » pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal. Puis dans ce règlement-là, il y a des exigences de formation pour les pompiers et pompières. Et évidemment, l'objectif, c'est de s'assurer que nos équipes possèdent les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir en situation d'urgence, évidemment. Le gouvernement du Québec, en 2023, a créé un programme spécifique d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières. Et évidemment qu'on veut y avoir accès pour nous aider. Alors, la Ville prévoit la formation de 5 pompiers dans la formation de pompier 1
Et on veut ce soir une résolution pour déposer une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme, demande qu'on doit déposer à la MRC Haute-Côte-Nord qui, elle, l'achemine au ministère dans le cadre de ce programme. Résolution, donc, pour que nos pompiers et pompières puissent bénéficier de cette formation. Madame Lheureux. Toujours concernant les incendies, à 7.2, alors on avait un bon vieux camion, incendie, 1999. Vous avez vu, l'année passée, on a fait l'achat d'un nouveau camion. Donc, c'est pas nécessaire de conserver le vieux. Alors, on est allé en soumission et on n'a eu aucune offre pour notre camion. Donc, il y a quand même une compagnie qui s'appelle l'Arsenal, qui est une compagnie qui s'occupe des équipements pour les pompiers, qui est une compagnie de Drummondville, qui n'avait pas soumissionné, mais qui s'est montré intéressée à acquérir notre camion, ne serait-ce que pour les pièces. Et ils nous font une offre au prix de 7 000 $ plus les taxes applicables. Et la vente serait telle que vue, autrement dit, dans l'état actuel, sans aucune garantie légale. Donc, si on garde ce camion-là, qu'on le met en entreposage, je veux dire qu'il se détériore, tout simplement. Alors, la conclusion est on est mieux de le vendre. Il n'y a pas plus d'usage pour nous au niveau de l'entente incendie. Alors, nous voudrions par résolution autoriser Mme Dominique Tremblay à signer les documents requis à cette vente. Je propose. Ça va, Mme Nadine Gagné. Au niveau des travaux publics, alors, premièrement, on adresse une résolution au ministère des Transports qui se lit comme suit. Considérant que la sécurité des citoyens est une priorité pour le conseil municipal, considérant que nous avons 3 endroits spécifiques dans la ville que nous considérons dangereux. Je vous les nomme. L'entrée et la sortie de la rue Bellevue, en direction est, sur le dessus de la côte. La rue Bellevue est à votre gauche. On a là une intersection difficile d'y entrer et difficile d'en sortir. Deuxième intersection, route 138, 8e avenue. OK? Croisée de chemin pour aller à l'aéroport, c'est la 8e. Croise la 138, McDo d'un côté, les camionneurs, le centre d'achat. Il y a là une intersection que nous jugeons dangereuse. Et une troisième, nous considérons que nous avons un accès qui est non sécurisé à la lumière des 4 chemins de la route 138 vers la première avenue, direction sud. Pour entrer dans la ville, il n'y a pas de flèche pour sécuriser. Les gens doivent couper ce qui s'en vient sur la route 138. Alors qu'à l'inverse, les gens qui arrivent de Portneuf, qui veulent entrer sur la rue Véro, ont une flèche sécurisée. Alors, on considère qu'il y a là un non-sens parce que l'achalandage, il est dans la ville, direction sud. Les autobus scolaires, la caisse, la banque, le CLSC, le golf, mettez-les, là, le traversier, on rentre dans la ville et le virage n'est pas sécurisé. Alors, ces 3 dossiers-là ont été portés à l'attention de la direction régionale du ministère des Transports. Et maintenant, par résolution, la Ville demande à la direction régionale une intervention dans les plus brefs délais sur ces 3 intersections de façon à assurer la sécurité des citoyens. Résolution proposeur à cet effet. Propose. Monsieur Mario Desbiens. Le second. Secondé unanimement. Tu as eu des oufs. On dit des fois, au lieu d'avoir un accident, ça fait des oufs, mais c'est aussi très important. Oui.
À 8.2, développement domiciliaire de la Première Avenue. Tout le monde connaît le dossier. Alors, considérant que toute demande de soumission publique, quand c'est un contrat de construction, d'approvisionnement ou de service qui dépasse 125 000 nous devons obligation de publier l'appel d'offres sur le service informatique qu'on appelle le SEAO, Système électronique d'appel d'offres, approuvé par le gouvernement, c'est une obligation, et nous devons aussi le diffuser dans le journal qui couvre le territoire de la municipalité. Alors, le Conseil désire aller en appel d'offres, vraiment, pour la réalisation de ces travaux-là d'infrastructure. Vous comprenez que c'est l'eau potable, les égouts, les éclairages. On ouvre une nouvelle rue sur la première. Et donc, résolution pour autoriser la publication sur le SEAO et mandater Mme Tremblay, responsable de la soumission, pour aller de l'avant avec ce magnifique projet. Proposeur, M. Desbiens. À 8.3, confirmation des travaux, l'aménagement d'un abri abrasif. Alors, vous le savez, ça a été réalisé. C'est un projet qui a eu du financement. Ça a été les industries Arnois qui nous ont fait ces travaux d'aménagement. Le montant, 185 515 $ plus taxes, comme on le sait. Alors, il y a reddition de compte, il y a eu une analyse comptable, il faut faire une audit quand on a des subventions de cet ordre-là. Donc, résolution pour que M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur développement économique, puisse signer tous les documents relatifs à la reddition de compte de ce projet sur lequel le financement venait du programme d'aide pour les bâtiments municipaux qu'on appelle communément le PRABAM. Alors, que M. Pinchot puisse faire la reddition de compte. Tout est fermé. Le projet s'est déroulé dans les règles, mais on doit déposer un rapport et un audit. Je propose. Proposé par Mme Nadine Gagné. À 9.1, dans les loisirs et sports, c'est une correction, tout simplement, pour le club Le Plein d'Air. Nous avions passé une résolution le 16 octobre dernier qui autorisait la signature d'une entente pour une remise qui était sur un terrain appartenant à la ville. Alors, c'est juste dans la rédaction de la résolution, la prétention, c'était que la remise appartenait aussi à la ville. Alors, la remise n'appartient pas à la ville, c'est que la remise était sur le terrain de la ville. Donc, résolution pour annuler la résolution de 218, tout simplement pour régulariser les bons termes de cette transaction. Madame Lheureux. Au point 10, dans les ressources humaines. Bon, alors, on sait que le recrutement n'est pas toujours facile, mais nous avons eu la main heureuse. À 10.1, l'embauche d'une directrice des finances. Alors, le poste était devenu vacant. Il y a eu affichage, il y a eu recommandation, il y a eu donc Madame Annie Morin. Elle serait embauchée à titre de directrice des finances. Elle est en fonction, d'ailleurs, depuis le 30 octobre. Alors, c'est aussi selon les salaires et les vacances, nous avons une politique de conditions de travail des cadres. Alors, comme c'est un employé cadre, une directrice, elle fait partie de cette politique de conditions de travail. Donc, pour entériner son embauche, ça prend une résolution du Conseil. M. Carole Girard. Dans les ressources humaines, les 2 prochaines résolutions concernent les pompiers. Dans un premier temps, nous avons pompiers-pompières qui nous donnent leur démission. Donc, M. Pierre Chamberlain, qui était dans la caserne de Les Escoumins, et Mme Mireille Boivin, aussi dans la division de Les Escoumins. Donc, nous devons entériner par résolution le départ de ces pompiers-pompières. Résolution. M. Desbiens. Puis, évidemment, qu'on leur adresse nos remerciements les plus sincères. Dans la suivante, donc, c'est une embauche d'une pompière, Mme Isabelle Langlois, qui sera de la caserne de Longue-Rive. Alors, elle, on lui souhaite la bienvenue, qu'elle reste avec nous longtemps, qu'elle s'y plaise. Résolution, donc, pour que Mme Langlois puisse agir à titre de pompière. Je propose. Mme Nadine Gagné. Dans les actes législatifs, alors vous savez qu'on est en préparation des budgets,
du budget pour la prochaine année, mais ce n'est pas ce soir que nous devons donc déposer premièrement un avis de motion. Le règlement 2023-319, premièrement. Donc, il faut qu'un conseiller ou une conseillère donne un avis de motion pour vous dire qu'à la prochaine séance du conseil, nous allons à ce moment-là déposer le règlement relatif à l'imposition des taxes foncières et le tarif des services, quand on parle des services municipaux, aqueducs, égouts, matières résiduelles. Donc, premièrement, avis de motion pour qu'on puisse le déposer à la prochaine. Monsieur Carole Girard. Et en même temps, là, vous voyez, ça, c'est le règlement qui va fixer les taxes. Le prochain règlement, le 320, c'est la même chose, un avis de motion, mais à ce moment-là, ça va être le budget total et ce qu'on appelle le plan triennal des immobilisations. Qu'est-ce que nous planifions comme travaux d'infrastructure pour les 3 prochaines années? Ce sera donc 2024, 2025, 2026. Alors là encore, avis de motion? Je propose. Madame Lheureux? Oui. À 11.3, sur la route maritime, nous avons une vente de terrain à conclure. Donc, il est résolu de vendre. C'est une offre d'achat. C'est une entreprise à numéro 94 12 48 31 Québec Inc. Un terrain qui est une partie du lot 6 520 511 du cadastre du Québec, sans bâtisse, une superficie d'environ 1080 mètres carrés au prix de 1,61 $ du mètre carré, donc un montant de 1 738,80 $, plus les taxes applicables. Un chèque de 173,88 $ a été déposé à la signature de l'offre d'achat et sera bien sûr imputé sur le montant total au moment de la signature de l'acte notarié. C'est possible que le montant de la vente puisse être corrigé jusqu'au contrat final, dépendant des données définitives de l'arpenteur, qui met bien sûr le montant, les chiffres finalisés. Il y a donc dans la résolution de m'autoriser, de même que la directrice générale, à signer l'acte de vente et tous les autres documents qui seront nécessaires à cette transaction. Proposeur. Monsieur Desbiens. On va aller dans le bloc 12 au niveau de l'administration. À 12.1, premièrement, l'approbation et le paiement des comptes, au bénéfice peut-être particulièrement des étudiants. La procédure, c'est que tous les paiements, toutes les factures, les chèques qui sont émis, on doit le faire par résolution du Conseil. Le Conseil, dans sa séance de travail au préalable qui a eu lieu hier soir, les conseillers et conseillères peuvent vérifier toutes les factures une par une. Madame la directrice présente les dépenses, facture par facture, pour que ce soit entériné au sein du Conseil, pour qu'on n'ait pas à reprendre toute la procédure au moment de l'Assemblée. Alors, les questions se posent au moment du comité de travail. Donc, résolution pour le paiement de l'approbation et le paiement des comptes, tel que vous l'avez vu en séance de travail. Proposeur? Je propose. Monsieur Desbiens. À 12.2, les rapports financiers mensuels. Madame la directrice. Merci, Madame la mairesse. Donc, pour le mois de juillet, août et septembre, donc le 3e trimestre, nous sommes rendus à 55% du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait que nous soyons à 75% du budget, de 8 600 012 $. Donc, le prochain rapport financier mensuel, donc le dernier trimestre, sera présenté en janvier 2024. Donc, pour le moment, tout est en ordre, tout est dans la séquence où il doit être. Donc, voilà. Résolution pour accepter ces rapports, Madame Lheureux.
À 12.2, les contrats que notre directrice a accordés. Je vais parler au niveau de la loi, premièrement. Notre directrice générale a le pouvoir de passer des contrats de sa propre compétence, à la condition, et c'est la loi qui l'exige, qu'elle dépose formellement les contrats qu'elle a accordés à l'Assemblée qui suit les dépenses, les activités à ce niveau-là. Donc, je vous laisse aller avec le dépôt de vos contrats. Donc, j'ai 3 contrats. Donc, le premier a été donné le 6 novembre 2023, au fournisseur Techni Consultant. C'est une banque d'air pour aide technique en ingénierie, donc pour nous accompagner dans certains projets, dans certains dossiers, pour s'assurer qu'on fait bien les choses, évidemment. Donc, une banque d'air pour un montant de 10 000 $ plus taxes applicables. Deuxième contrat accordé, le 8 novembre 2023, à l'entreprise C2P. Donc, c'est une fourniture et installation de cloisons pour un nouveau bureau. Donc, pour un montant de 15 571,32 plus taxes applicables, évidemment. Et le dernier contrat, donc le troisième, a été autorisé le 8 novembre 2023 à Mallette, entreprise de comptable, pour terminer l'audit de fin d'année, un montant supplémentaire de 7 395 plus taxes. Donc, voilà les contrats que j'aurai accordés ce mois de novembre. Merci, Mme Tremblay. Donc, nous devons, comme conseil, par résolution, finaliser ces contrats qui ont été accordés. Un proposeur, M. Carole Girard. À 12.4, bien, vous avez vu tantôt, on a procédé à l'embauche de la directrice des finances, Mme Annie Morin. Alors, comme Mme Morin arrive avec nous, évidemment qu'elle n'avait pas la possibilité, la connaissance et l'expérience de la ville pour déjà préparer le budget 2024. Alors, on a eu recours à Mme Linda Wallet, qui était celle qui était en fonction avant et qui avait pris sa retraite, qui a accepté de venir travailler avec nous sur ce mandat spécifique de préparation du budget 2024. Alors, et nous devons quand même le faire par résolution. Notre règlement de gestion contractuelle le permet, mais à la condition d'avoir, évidemment, une résolution dont Mme Wallet a accepté une rémunération à 35 $ de l'heure et de mois en mois. Donc, la période de son contrat est d'1 mois, mais si on a besoin de renouveler ou de prolonger, donc elle est consentante aussi à revoir son mandat. Donc, Mme Wallet est avec nous. Elle est dans la préparation du budget. Elle le connaissait bien pour avoir été employée de la Ville pendant plus de 20-30 ans. Donc, on a fait appel à nos retraités. Résolution, donc, pour ce contrat. Proposeur? Propos. M. Desbiens. On a dit tantôt l'embauche de Mme Annie Morin. Il y a donc des résolutions pour lui donner les accès et les signatures pour régulariser qu'elle puisse agir au nom de la Ville. Donc, premièrement, à 12.5, signature pour les opérations bancaires. Alors, c'est de l'ajouter dans les signataires désignés au niveau de la Ville pour qu'elle puisse, évidemment, procéder pour et au nom de la Ville, signer tous les documents, que ce soit des règlements d'emprunt, des garanties, les comptes détenus chez Caisse Desjardins du centre de la Haute-Côte-Nord. Donc, et cette résolution aujourd'hui abroge la résolution précédente, qui avait le numéro 161, évidemment, la dernière résolution à foi de loi. Je propose. Proposée par Mme Nadine Gagné. À 12.6, la même chose, toujours pour Mme Annie Morin, mais dans Clic Sécure, c'est qu'elle devient alors responsable des services électroniques. Elle peut donc consulter le dossier de la Ville, agir au nom de la Ville, signer les autorisations ou les procurations qui pourraient être demandées, consulter donc tous les documents sur le site Internet de Revenu Québec, donc pour régulariser son poste à la direction et lui permettre d'agir. Résolution à cet effet. Au proposeur, M.
Carole Girard. À 12,7, nous avons 2 demandes d'aide financière ce mois-ci. Alors, la Ville tente de soutenir ces organismes dans les différentes activités. Nous avons une demande de la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord. Annuellement, la ministre, dans chacune des régions du Québec, remet un prix hommage aîné, donc pour l'année 2023. C'est Mme Claire Gagné qui est la lauréate de cette année. Et elle sera honorée, la ministre l'a fait à Québec, mais au retour dans sa municipalité, la lauréate est honorée par les organismes dans lesquels elle fait du bénévolat. Il nous demande d'assurer le vin d'honneur pour les 60aines de participants qu'il devrait y avoir. Donc, la Ville consent à donner un montant de 100 $. Et l'organisme aussi, la FADOC, communément le Club de l'Âge d'Or, fête son 50e anniversaire de fondation, demain d'ailleurs. Alors, par une journée d'activité, par un dîner, et nous demandait aussi de contribuer pour le vin d'honneur pour un montant de 100 $. Résolution pour ces 2 aides financières? Madame L'Heureux. Et pour terminer, à 12,8, l'entente de regroupement avec l'Union des municipalités du Québec. L'Union des municipalités offre un regroupement d'achat en commun d'assurance de dommages pour lequel nous voudrions participer. C'est l'entente de regroupement de Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. La période qui serait concernée, c'est du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2028. Et à l'intérieur de cette couverture, il y a aussi des services de consultants, de gestionnaires des risques. Donc, on fait déjà affaire avec ce regroupement d'achats qui nous donne une bonne couverture au meilleur prix. Évidemment que d'aller en appel seul, municipalité par municipalité. Alors, proposition donc pour que la Ville joigne à nouveau par la présente ce regroupement d'achat des assurances. Proposition? Madame Nadine Gagné. Alors, mesdames et messieurs, c'était l'ordre du jour de ce soir. Donc, avant de conclure, donc, il y a aussi la période de questions. Dans un premier temps, dans le déroulement, la parole est donnée aux journalistes, aux médias, si vous avez des questions. En second temps, dans la salle pour les citoyens. Une seule question ce soir. Au niveau du ministère des Transports et de la Mobilité durable, vous avez ciblé 3 endroits dangereux. Est-ce que ça vous vient de demandes citoyennes? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des accidents? Comment vous avez fait pour cibler ces 3 endroits? On l'a vécu surtout. Hein? On a vécu dans notre municipalité tous les citoyens. On est des citoyens au départ. Puis oui, on a vu des situations, pas nécessairement des accidents. On a vu souvent des oufs, des passés proches, hein, puis des coupés courts. Et on a effectivement des citoyens, particulièrement sur la rue Bellevue, l'entrée de la rue Bellevue. Les citoyens de cette rue-là ont vraiment des peurs bleues d'y entrer et autant d'y sortir parce que l'arrivée des camions en bas de la côte, où tu les vois pas, ils arrivent sur le dessus de la côte, t'es devant, et souvent à une vitesse, parce qu'il y a une accélération pour monter la côte, c'est très louable, mais si tu es sur le dessus, il y a vraiment des situations dangereuses. On a vu l'autre, la 8e, c'est de plus en plus difficile d'en sortir. Souvent, les gens sortent avec les bureaux de la SAAC. Hein, et les gens veulent sortir, tu ne sais plus sur lequel qui va tourner à droite, à gauche. Fait que souvent, là, les freins sont précieux. Et sur la lumière, c'est pas la première fois qu'on en parle au ministère, mais je pense que c'est de plus en plus critique d'aller couper la circulation qui arrive en double voie du côté de Portneuf, du côté de l'ouest. Là aussi, il y a eu des bons freins d'auto, puis c'est des situations qui sont dangereuses, effectivement.
Puis, il y a des solutions relativement faciles. C'est un peu ça. Mettre une flèche pour donner un virage protégé, c'est pas quelque chose qui est très complexe parce que les lumières sont déjà là. C'est une programmation. Hein? Les deux autres, c'est plus complexe. D'avoir des voies de tournage ou d'avoir d'autres lumières, là, on comprend que c'est un peu plus complexe, mais on a déjà touché un mot à la direction régionale de ce dossier-là. Et ils reconnaissent qu'il y a des travaux à faire. Donc, par résolution, la Ville veut travailler étroitement avec le ministère des Transports pour qu'on trouve des solutions, particulièrement à ces 3 intersections-là. Donc, il y a déjà eu des premières discussions officielles? Oui. Oui. OK. Parfait. C'est tout pour moi. Mesdames, Messieurs les citoyens, si vous avez des questions. On m'en pose une, madame. Oui, M. Harvey. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Votre affaire pour les enfants de jusqu'à 5 ans, c'est à quelle heure? Mon affaire? Lundi? Lundi matin? Oui. La levée de drapeau? Oui. Ah, 8 heures. dès le... Je vais essayer d'être là. Normalement, je devrais être là. Ça me fait plaisir. Vous faites votre marche le matin, vous arrêterez, venez me voir, on va lever le drapeau ensemble. Aucun problème. Parfait. Donnez-vous le vent avec ça, madame? Non. C'est peut-être un peu trop tôt. Je pourrais vous donner du lait et mettre dans votre café. OK, je regardais aussi le fameux lot de 3 836 000. Je l'ai dans la tête, mais je ne sais pas où tout à fait où c'est, là, sur la route maritime. Une idée? La vente de terrain. La vente de terrain. Bonne question. C'est au côté de La poissonnerie, de la ZEC. La ZEC qui est en train de s'installer à côté. Si on va vers la mer du côté gauche, passer un petit peu l'ancienne clamerie, là, qui est c'est un petit peu plus loin que ça, là, du coup, côté Dans ce secteur-là. Dans ce secteur-là, oui. C'était pour savoir. Je vous ai manqué, je vous l'avais vu. Des fois, on n'ose pas trop parler. 11. Notre fameux pont. Je vous dis ma position là-dessus, moi, le pont, là. Le pont sur le Saguenay? Oui. Moi, le pont, là. Je ne vois pas trop. D'accord. Je préférerais un boulevard. On en demande. Boulevard, si vous coupez le pont, moi, attendre 15 minutes au traversier, là, ça ne m'engage pas. Mais rester derrière quelqu'un jusqu'à. C'est parce que entre Tadoussac et Baie-Saint-Paul, là, passer un char, c'est assez dur. Comme vous dites, là, il y a du Tout à fait. Tout à fait. Ça fait que, un beau boulevard, là, 100 km/h, madame. Ben, vous amenez un élément que je vais quand même relever, parce qu'effectivement, dans les études qui ont été faites concernant le pont sur le Saguenay, le fait que du côté de Baie-Sainte-Catherine, il y a un grand bout sur lequel, évidemment, c'est des fils d'auto. Hein? Les espaces de dépassement sont très courts, donc les gens s'impatientent aussi. Donc, là aussi, il y a des passés proches, puis les gens vont vite, etc. Donc, cet élément-là met en danger. Et ça a été bien documenté sur les gens qui attendent sur le traversier, qui ont perdu du temps, puis que là, ils essayent de se rattraper parce que peut-être qu'ils ont un rendez-vous. Là, c'est peut-être bien légitime, mais ça met des conditions de sécurité. Si on regarde comme aujourd'hui, là, dans le but de cette île-là, le monde a entendu 9 heures. Oui. 9 heures à attendre. Quelqu'un qui est malade, là, puis qui sort de l'hôpital, là, c'est pas un beau petit cadeau. Oui. L'autre jour, j'ai été chanceux. Moi, j'ai sorti juste avant l'accident qu'on a eu entre Bécamo et ici. Là. Oui. J'ai sorti juste avant, j'ai été chanceux en désespoir parce que je pense que j'aurais. D'accord. Nous avons une seule route. Oui. Donc, c'est ça. Que ce soit dans les conditions météorologiques, on parle souvent des changements climatiques qui nous amènent toutes sortes de situations. Mais tu sais, si la route, il y a un accident ou il arrive quelque chose, ben oui, tu peux être barré longtemps. Alors, on va parler de route encore. On va parler de route, allez-y. La sortie 10e rue, 1er avenue, côté TELUS. Le bouquin d'arbres qu'il y a là, c'est-tu possible de débarquer de là, lui, là? Ça, on arrive, on fait notre stop, on se lâche. D'un coup,
non, il ne dira pas, là, il y a un char qui passe. Oui. Il regarde, il fait pas son stock, il regarde, il passe. OK. Nous autres, Au coin de la tabagie du Chêne. On a des bomberies. Oui, c'est au coin de la tabagie du Chêne. coin-là? Du côté Talus. Oui, mais c'est cette rue-là, c'est cette rue-là que vous parlez. Côté de Chêne. Ben, première avenue 10e rue. Oui, oui. Oui, OK. Il y a un bosquet d'arbres là. OK. Il y a un petit On va bosquet. prendre en note. Oui. Parce qu'effectivement, Oui, les éléments de sécurité, ça, c'est primordial. Puis on va voir ce qu'on peut faire. OK, au sujet du pont. Le maire de Houlier avec son maudit pont, là, il va avoir son affaire. Là, ça pleure, ça. Même le député, il a pleuré. Nous, t'as-tu pleuré? Parce qu'il a dit, on ne fera pas le pont sous Saguenay. Je ne sais pas si notre député a pleuré, là. Alors, j'en ai choqué parce que je vous dis tout de suite, là, tout ce qu'on entend parler aujourd'hui à la TV, Oui, c'est le fameux troisième lien. oui. Tramway. Ça fait depuis 70. Oui. Puis le premier ministre a dit il n'y aura pas de pont sur le Saguenay. On semble avoir été, on n'est pas joyeux pendant toutes nous autres. Oh non, on ne se ferme pas la boîte, par exemple, M. Harvey. On n'est pas, en tout cas, moi, Il y a des comités qui y travaillent, il y a des pressions qui sont... Il y a des tables de travail avec le ministère. La coalition. La coalition, Route et- 138, coalition en faveur du pont. Il y a eu des manifestations. Je me suis fait geler les pieds à une couple de reprises pour aller manifester. On est allé à Québec. Il y a des gens qui sont allés devant l'Assemblée nationale, mais c'est un dossier qui... On est juste deux comtés. Là-bas, ils sont une dizaine de comtés. Ça, c'est correct, eux autres, sur une même rue, il peut y avoir deux comtés dans la rue. M. Harvey, la région de la Côte-Nord est une région ressource pour l'ensemble du Québec. Électricité, poissons, mines, fer, nommez-les. La Côte-Nord est riche et elle est importante pour le Québec. Peut-être qu'on est 100 000 citoyens, mais on contribue à l'économie du Québec de façon plus qu'importante. Alors, C'est exponentiel. c'est pas à genoux qu'on peut demander. Le pont, c'est légitime de demander d'avoir un réseau routier, pas basé sur le nombre de population, mais basé sur notre contribution à l'économie du Québec. C'est ça que quand Montréal ou à Québec, ils ne s'appellent pas aussi la Côte-Nord. Ouais. Mais si on les envoie pas de crabes pour Noël, ils vont peut-être savoir où est-ce qu'on est. Vous allez donner le crabe. Non, si je les en donne pas, ils vont peut-être savoir d'où ça vient. C'est parce qu'on entend parler tout le temps. Là. Moi, en tout cas, C'est des batailles de longue haleine, on est bien d'accord. Puis je pense qu'il faut juste faut pas baisser les bras. Il faut continuer à réclamer puis à participer activement aussi à ça, à ces projets-là. merci beaucoup. Merci, Au M. mois Harvey. prochain pour le- Ça me fait plaisir. Merci. Ça me fait plaisir, M. Harvey. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mesdames et messieurs? Madame Télène? Pour faire du pouce sur ce que M. Harvey a dit, Oui. comment qu'on a mis d'argent en études pour ce pont-là? Absolument. Il y a déjà une bonne partie du pont qui serait bâtie. Vous avez parfaitement raison. 500 millions. Fait qu'on- on espère, mais... Je peux vous dire que j'ai présidé la Société pour le pont pendant un certain nombre d'années. J'avais donc ici le classeur avec les études. J'avais un classeur complet. 4 tiroirs d'études. Qu'est-ce Voilà. que ça donne de faire des études? Ça fait 20 ans qu'on fait des études. Vous avez parfaitement raison. Moi, c'est le questionnement qu'on on aurait pu mettre cet argent-là ailleurs. C'est ça qui a été réclamé haut et fort et à plusieurs reprises. Le ministère étudie la situation. Ah, il est fort pour étudier. Il a de la misère à avoir son diplôme. Ben, Ouais, c'est sûr, pour te dire. Ouais, plusieurs diplômes. puis, Un doctorat bientôt. L'autre question que je Oui. voulais savoir, est-ce que dans le parc qui est à côté de la piscine, est-ce qu'il va y avoir de l'éclairage pour la période hivernale? Non, ça n'avait pas été c'est pas prévu pour la période hivernale, non. Non? OK, parfait. Non. Merci. D'autres questions? Oui, M. Tremblay? J'ai été absent assez longtemps. Oui, bien sûr. Question de santé. Oui, Je d'accord. remonte à pente. Ça va bien? Je vais vous voir. Parfait. Pour enchérir un petit peu avec M. Harvey, il y avait un projet qui était fait à ce moment donné de Chicoutimi à Forestville ou au pont de Petit-Samit
un chemin pour libérer la 138 au niveau de Tadoussac pour qu'il y ait moins de camions. Hier, je descendais de Chicoutimi justement pour un examen. Puis on s'est aperçu que sur la 172, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Par contre, souvent, on pouvait passer par là parce que c'est bloqué dans le temps des fêtes ou des choses genre pour les bateaux. Là, ça faut attendre 4, 5, 6 bateaux avant de passer. Par contre, sur la 138, les camions, c'était un à l'arrière de l'autre. Oui. Donc, je me dis, OK, le pont, je serais bien d'accord avec ce pont-là. Mais la route, les routes forestières sont déjà faites. Hein, est-ce que ça ne serait pas à envisager à un moment donné que ce tronçon-là, qui part de Québec, qui va jusqu'à Chicoutimi par le parc, qui est quand même très bien comme route, c'est presque tout là, et 4 voies, je veux dire, puis qui pourrait se continuer pour venir sur la Côte-Nord pour justement libérer en attendant le fameux pont. En tout cas, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas une étude, là, mais en tout cas, non. Que ça soit regardé, voir si c'est pas remis dans les tablettes ou ça pourrait être ressorti à quelque part. Vous parlez de la route qu'on a numérotée, la L200, qui passe à Labrie-Ville. Bon, je connais très bien le dossier. Je dois vous dire que la MRC de la Haute-Côte-Nord, c'est dans une demande du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'appui au développement de cette route. La MRC s'est opposée. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est que si la circulation se fait par la route forestière, la L200, c'est que toute la circulation passe en dehors de nos villages, de nos commerces, de l'économie de la Haute-Côte-Nord. Autrement dit, il y a une route qui part de Saint-Fulgence, qui contourne tous nos villages, OK? Puis qui s'en va directement à Bécomo. Donc, les conséquences économiques pourraient être très grandes et pas nécessairement favorables. Mais on parle surtout de camionnage à ce moment-là, parce qu'on savait que les camionneurs voulaient cette route-là pour leur sauver du temps, naturellement, puis l'usure de la route 138 à ce moment-là aussi. Mais M. Tremblay, si la route est ouverte, on ne peut pas dire juste les camions passent par là, les autos, vous ne passez pas, etc. S'il y a une route, il y a une route, hein, c'est pour tous. C'est que dans les études qui ont été faites, les estimés qui ont été faits, c'est que les conséquences économiques pourraient être vraiment défavorables à l'ensemble de la Haute-Côte-Nord. Mettons. Je tiens à remercier M. Gauthier qui est intervenu au niveau de la première rue. J'ai toujours eu un peu de difficulté avec le rond-point. Moi, je suis propriétaire d'une partie du rond-point, mais la ville est propriétaire d'une grande partie du rond-point. Oui. Puis il ne dégageait pas vraiment le rond-point. Moi, ça fait une trentaine d'années que je le dégage avec mon VTT. OK. Puis, vu l'état de ma santé, j'ai été obligé de ralentir cet effort-là. Oui. Puis, mais il a intervenu, il est venu, il a regardé, puis on a trouvé une solution là, parfait. À Nantes un peu. Parce que les autobus qui viennent se virer restaient pris à l'époque. Okay. J'ai commencé à dégager parce que ça n'a pas de sens. Le camion de vidange restait pris aussi. Quand vous parlez de M. Gauthier, vous faites allusion à M. Ghislain Gauthier, directeur des Travaux publics? Exactement. Parfait. On va lui transmettre son intervention rapide. Tout à fait. On va lui transmettre votre satisfaction. Je me demandais, sur la première avenue, oui. Les poubelles ont été enlevées. Oui. À partir de ce moment-là, puis je comprends, c'est l'hiver, la grève, etc. Il y aurait-il moyen de faire d'autres choses? De mettre un conteneur qui serait enlevable une fois ou deux par hiver seulement. Parce que là, on retrouve des sacs bleus. Oui. Les fameux sacs bleus. Les petits animaux? Pour les petits animaux? Ben, je suis content, parce que le monde, au moins, ramasse, ils mettent dans le sac, mais ils sacent le sac à terre. Même si c'est marqué sur la boîte que c'est biodégradable, ce qui est complètement faux, c'est pas biodégradable, c'est biodéfaisable. Fait que ça se défait en 1000 miettes avec le soleil, à cause de l'amidon qu'on met dans le plastique. Fait que ça pollue 10 fois plus encore, puis on pile encore dans ces petits sacs désuets.
Et on ne les retrouve pas seulement là, mais partout dans les sentiers de la baie verte et dans les c'est le long de la plage ou des choses du genre. Est-ce que la ville pourrait demander ou faire un message dans les journaux, dans les médias, pour que le monde soit un peu plus conscient de ces déchets et les ramasser? Je l'ai fait avec certaines personnes qui ont dit « OK, oui, c'est vrai », puis maintenant, ils les ramassent. Ben, je demanderais à la ville de peut-être mettre un point, de dire aux gens quelles sont les conséquences de « parfait, merci de ramasser », les détritus de leurs animaux, mais de ramasser aussi le sac et non pas le laisser traîner. Tout à fait, tout à fait. Vous nous avez entendu sûrement au fil des années et des mois de le règlement sur les animaux. Hein, on a rappelé souvent aux citoyens, effectivement, utiliser des petits sacs, amenez-les chez vous. Votre animal doit être en laisse. Hein, et bon, mais oui, c'est ça. On a un peu de misère. Hein, on répète le message, mais encore, on va le répéter. On a enlevé les poubelles, vous comprenez, c'est une question de déneigement. Parce que la première avenue, l'allée piétonnière, évidemment, on veut qu'elle soit bien déblayée tout l'hiver. Les gens l'utilisent beaucoup. C'est l'accès à plein de services aussi. Alors, il faut donner de l'espace pour mettre la neige, mais on va essayer de travailler autrement. Est-ce que c'est possible, dans ce cas-là, de mettre un plus gros conteneur, puis de déneiger de chaque côté, puis de le laisser là plus longtemps, parce qu'il va prendre du temps avant de se tremper? Je ne sais pas si le camion de vidange serait plus facile pour lui de l'utiliser. On va regarder la situation. On va regarder la situation. C'est quand même un petit problème. Là. Il y a des déchets tout le temps. C'est pas tellement plaisant de se promener dans une ville pleine de déchets. Oui, tout à fait. En parlant de déchets, les dépotoirs clandestins au niveau de la ville, vous savez que j'ai intervenu à plusieurs reprises avec la MRC et le Québécois pour nettoyer les dépotoirs clandestins qui ont tout le tour de la ville. Est-ce que la ville a pris des moyens pour que certains dépotoirs qui sont vraiment dans l'intérieur de la ville, on parle du Belvédère en haut, un peu partout ici, là, on parlait de la première avenue où il doit y avoir une construction immobilière. Juste en arrière, il y en a partout. Oui. Est-ce que la ville va mettre des moyens pour pouvoir faire ce nettoyage de dépotoirs clandestins dans son milieu proche? Ou bien c'est encore à attendre après le bénévolat non. du club? On en a fait, nos travaux publics en font. On fait aussi toujours un message de sensibilisation, de conscientisation. L'éco-centre est à peine à quelques kilomètres, mais on a des gens, puis des fois, ils laissent même des factures, fait qu'on a des adresses même dans les dépotoirs clandestins. Autour de l'aéroport, on le sait, on le sait très bien. Puis oui, et il y a des coûts associés à ça. Il y a des coûts importants. Ben oui. De prendre du personnel au lieu de faire d'autres types d'entretien. Tu sais, ils ramassent des dépotoirs. On en a moins, je pense. Je pense que ça s'améliore, mais on a beaucoup de conscientisation à faire encore. Tout le temps. Alors, ceci met fin donc à notre séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Résolution pour clore. Proposition de M. Carole Girard. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Au mois prochain.